Bonsoir, Théo. Bonsoir, Monsieur Badol. OK. Euh, Par rapport à l'exercice, Product Market Fit, Product Market Fit, donc, Un instant, un instant. oui, Est-ce que d'accord. Christopher, est-ce que les deux participants en présentiel peuvent rester sur la même table et tu poses la caméra devant eux? Christopher peut rejoindre le monsieur? Oui, l'autre, c'est mon gars Cornelius. Ah, d'accord. Il est Restez en ensemble. veste. Il ressemble à un chef d'entreprise. OK, on y va. Vas-y. D'accord. Le Product Market Fit désigne la phase dans laquelle un produit répond parfaitement aux besoins et aux attentes d'un marché cible. OK. Et le founder Market Fit fait référence à l'équation entre le fondateur d'une startup et le marché dans lequel il évolue. Mhm. Il fallait faire la recherche sur les 5 personnes les plus riches au monde. C'est bon d'abord. Euh, On va prendre quelqu'un d'autre d'abord. Merci. Merci. OK. Madame, prenez la parole. OK. Je commence par le numéro 1 ou je vais direct comme monsieur. Numéro 1, il n'y a pas de souci. Le numéro 1, c'était les 5 les top 5 de la richesse mondiale. C'est Elon Musk. J'ai pris les valeurs de juillet 2024. OK, super. Donc, Elon Musk, qui possède Tesla et X, et il a 205,4 milliards de dollars. Jeff Bezos, qui vient après, le fondateur d'Amazon, avec 203 milliards,2. En 3, Bernard Arnault, LVMH, qui vient avec 200 piles de milliards de dollars. Mark Zuckerberg, avec 176,5 milliards. Et Warren Buffett, avec 134 milliards de dollars. OK. Exercice numéro 2. Donc, il fallait qu'on arrive à définir ce que c'est que le Product Market Fit. Mhm. Et donc, il faut un processus, c'est tout un processus. Il faut un processus en amont, un processus en aval. Le processus en amont, c'est qu'il faut d'abord chercher à valider, à voir la faisabilité déjà de ce que nous mettons sur le marché. Et une fois que c'est mis sur le marché, c'est l'agence, en tout cas, c'est quand le marché rencontre vraiment quand le produit rencontre vraiment les bonnes personnes et ça fait une explosion. Donc, ça démarre vraiment la croissance de façon exponentielle. Et donc, pour y arriver, la seconde phase, pour qu'on y arrive vraiment, c'est de choisir la catégorie de produits. Est-ce que nous y initions ou nous prenons quelque chose qui est déjà existant? Et si nous prenons quelque chose qui est déjà existant, on devrait faire en sorte qu'à 80%, on puisse faire selon ce qui existe déjà, mais à 20% que nous innovions. Et
élaborer un axe de différenciation par rapport à ce qui existe déjà dans ces 20%-là et écouter le marché, écouter les utilisateurs. Ça, c'est, voilà. Et ce que les utilisateurs disent, ce n'est pas ce qu'ils font en réalité. Donc, il faut aussi observer et analyser les comportements des utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir une fois acheter votre produit, vous donner un bon point, mais ils ne vont jamais revenir acheter. Et si tu te fies à « Ah, ils m'ont donné de bons points, je suis correct », tu peux te tromper. Alors que si tu regardes ça et si tu observes qu'en disant ça, la personne revient de façon récurrente, acheter, là, c'est un indicateur qui est favorable. Et après, quand tu arrives à faire la comparaison et l'analyse de tout ceci, où tu arrives à ton produit market fit et ça fait vraiment boom et ça explose, ou tu te rends compte que non, il faut ajuster ou modifier des choses où c'est peut-être le prix, ou c'est peut-être le positionnement, ou c'est peut-être le marketing qui ne va pas. Et tu modifies ce qui est à modifier, tu ajustes ce qui est à ajuster, ou même, tu peux même pivoter complètement à 360 avant d'arriver à ton produit. Et c'est quand ça fait vraiment boom que oui, tu sais que tu as ton produit market fit. Et pardon? Je vais recevoir encore quelqu'un d'autre rapidement. OK. Monsieur Hubert a levé la main. Oui. Merci. Moi, je partirais peut-être sur une approche beaucoup plus littérale, hein, contrairement à l'approche de Madame tout à l'heure. Bien, selon les recherches que j'ai eu à faire moi, je me suis beaucoup intéressé à la définition de ce grand investisseur américain là, hein, Mark Andreessen, lui qui définit le concept market fit comme une rencontre et un accord parfait entre un produit et son marché. C'est-à-dire, en fait, en d'autres termes, une adéquation produit-marché. Et par adéquation produit-marché, il faut comprendre que les clients achètent le produit et le recommandent car il est satisfait et car il est satisfait à un besoin. Et parmi les conditions à réunir pour que le produit atteigne le stade de market fit, il y a 3 critères à remplir. La cible comprend ou mord à la maison de l'offre qui lui est proposée. La cible achète le service ou le produit suite à une bonne stratégie de communication, hein, ce qui provoque une réaction positive en faveur du produit ou du service qui est désormais bien positionné sur le marché. Il y a aussi l'augmentation de la demande. Et l'augmentation de la demande de telle sorte que l'offre soit recommandable. Et c'est le client lui-même qui convainc la cible à la place de la marque. Et tout ça, pour que cela se réalise en conclusion, il faut être à l'écoute de la clientèle, savoir si le client est satisfait. Voilà un peu résumé mes recherches sur ce concept market fit. Est-ce que je peux continuer avec le founder market fit? Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom que vous avez trouvé? Adéquation? Adéquation. Adéquation produit-marché. OK, allez-y, continuez. Bien. Pour ce qui est du founder market fit, en fait, ce concept, d'après mes recherches, fait référence à l'alignement entre les compétences, l'expérience et la
passion d'un fondateur et les besoins et caractéristiques du marché. Cet Mm. alignement peut considérablement influencer la trajectoire de la société. Et cet alignement doit mettre en exergue la volonté et la persévérance affichée du fondateur, sa connaissance du marché et sa capacité à innover et à s'adapter. Hein? Et tout ceci lui confère un avantage concurrentiel pour comprendre les besoins des clients. Mm. Voilà grosso modo ce que je peux dire Merci. sur ce concept. Je vais revenir sur... Merci, Monsieur Hubert. Je vais revenir chez Fleur. En tant qu'entrepreneur dans le domaine de la naturopathie, quand tu as étudié le concept de Founder Market Fit, est-ce que tu peux nous expliquer, la dernière fois on avait dit, le troisième exercice ou la suite de l'exercice, c'est de savoir pourquoi je suis la personne adéquate pour ce projet. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer? Tu peux répondre à ça. Merci. Your mic, your microphone, your mic. C'est l'exemple parfait du fondeur Market Fit. Au fait, est-ce que tu as, comment je vais dire, la compétence? Quelle est ta légitimité à aborder ce domaine-là particulièrement? C'est quand le produit rencontre la personne même qui offre le produit. C'est-à-dire, comment je vais dire? Je vais t'aider. Oui, aide-moi. Avec la définition et l'élaboration de M. Hubert, je vais épingler. M. Hubert et toi, vous allez faire ce jeu. OK. Lui, il va te poser les questions sur la base de ce qu'il a trouvé. Et toi, tu réponds. Tout à l'heure, il a parlé de compétences, il a parlé de l'expérience. Donc, tout ça, il va te poser et puis toi, tu réponds. OK. Let's go. Et ça, c'est sur le concept Founder Market Fit. Oui, c'est ça. Oui. Bon, moi, j'aimerais, en fait, peut-être pas poser une question, mais aller aborder le problème autrement. En fait, c'est pour dire que tout simplement que pour la grande majorité des cas, ceux qui réussissent dans un domaine entrepreneurial bien précis, hein, en fait, ce sont ceux qui ont vécu une certaine expérience. À supposer que, par exemple, vous avez été, vous avez, par exemple, subi une certaine maladie. Vous voyez? Comme Madame Léa la dernière fois. Voilà. Donc, connaissant cette maladie et cette personne-là, ayant vécu cette expérience-là, serait peut-être même à mieux, la meilleure personne indiquée qui pourrait mener cette activité-là dans le sens... On va maintenant demander, ça c'est le volet expérience. Donc, expérience, Fleur, voilà. Vas-y, tu peux développer. Comment est-ce que, quelle est ton expérience vis-à-vis du domaine dans lequel tu es en train de te lancer? Alors, moi, mon Ou quelle expérience... partie, je vais t'aider encore, ou quelle partie de ton vécu, de ton expérience te valide de lancer un tel projet? Voilà, ce qui me valide de le faire, c'est que je suis médecin et que j'ai exercé la médecine. Super. Et j'ai été frustrée par la gestion de la COVID. Avant la gestion de la COVID, déjà, j'étais déjà frustrée de savoir que chez moi, au Bénin, très souvent, il n'y a pas de bon diagnostic qui se pose, et au-delà du bon diagnostic, les gens n'ont même pas les moyens d'acheter les produits pharmaceutiques. Alors qu'en général, nous avons de quoi nous soigner de façon naturelle. Donc, si on posait un bon diagnostic, on pouvait utiliser ce que nous avions sur place et les gens allaient mieux se porter. 1. 2, on nous ramène
tout ce qui est mauvais et nous, on court derrière et nos gouvernements prennent même des crédits sur notre dos pour nous tuer. Et ça a été ma frustration. Alors, je me dis, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser leur propre âme contre eux, c'est-à-dire je vais faire la naturopathie. Ça, ils le valident. Il y a des recherches qui valident. Parce que quand tu passes par « j'ai été radiée », quand tu prends ton, comment on appelle, manteau de médecin et que tu parles comme ça n'arrange pas les pharmacies. Alors donc, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai été radiée avec d'autres collègues pendant la COVID puisqu'on n'a pas voulu vacciner, on ne s'est pas vacciné, on n'a pas voulu vacciner. Vous voyez? Voilà. Donc en étant de ton expérience, oui. de cette première partie, on identifie la frustration. La frustration. Oui, tu as été frustré par rapport à ce que tu voyais, tout ça, ce que tu as constaté. Deuxième chose, tu es médecin. Donc, c'est ce que tu as étudié de ton expérience et tu as pratiqué. Voilà. Troisième chose, c'est la découverte. Tu as fait la découverte d'une substitution. Oui. Au lieu que les gens continuent à utiliser ce qui est en train de les tuer, il y a un remplaçant. Tout à fait. Et tu proposes cette découverte. Voilà, de ton expérience, voilà les 3 choses que moi j'ai pu tirer. Donc, on peut aller sur le point suivant. Après l'expérience, M. Hubert. Oui, maintenant, je vais sur la passion. Super. Ouais, la passion. Hein? Okay. Alors, moi, ma passion, c'est de soigner les gens. Ma passion, c'est d'être si tu veux répondre à quelqu'un, tu peux le faire rapidement. Hein. Si tu veux répondre à quelqu'un, vas-y rapidement. Non, c'est bon. OK, vas-y. Alors, donc, tu as bien raison. T'as raison. Ouais. OK. Donc, je disais que moi, ma passion depuis petite, c'est de soigner les gens, d'être toujours aux petits soins. Voilà, je suis la dernière de ma fratrie, mais je suis la maman de ma fratrie. J'ai toujours été aux petits soins. Donc, voilà. Pour moi, et je ne me suis même pas, je ne suis même pas allée vers les soins réellement. Pour moi, c'est défendre les gens, protéger les gens. Donc, après mon baccalauréat, c'est d'abord le droit que j'ai voulu faire. Et en allant faire du droit, je me suis un peu braquée parce que mon père est un parfait scientifique et voulait une fille scientifique. Donc, je lui ai pris son baccalauréat scientifique et je suis allée faire du droit. Et ça l'a frustré et il m'a, entre guillemets, presque répudiée. Donc, il fallait forcément faire de petits jobs pour subvenir à mes besoins. C'est comme ça que je me suis retrouvée à faire du babysitting après mes cours. Et en faisant du babysitting, j'ai pris goût à ça. Donc, j'ai commencé d'abord à être auxiliaire de puériculture. Vous voyez? On découvre encore davantage d'autres éléments qui valident ton projet et qui valident ta personne pour le projet. Donc, au niveau de la passion, on voit que tu aimes soigner les gens. Donc, ça valide, de fait, ça valide le product market fit, que tu es la personne idéale pour ce projet. On va continuer encore avec M. Hubert. Ben, maintenant, en fait, elle a déjà peut-être répondu. Maintenant, est-ce que cette passion, disons, est-ce que cette passion répond aux besoins exprimés sur le marché ou par la clientèle? Je reformule. Ta passion, c'est de soigner. Est-ce qu'il y a une opportunité pour ça? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que les gens ont besoin? Quand vous analysez le marché, il y a 2 questions principales qu'on se pose, qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a un besoin pour ça? Est-ce que les gens veulent ça? Est-ce que les gens recherchent ça? Deuxième chose, c'est est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça?
Si vous faites une analyse de marché et que vous ne vous posez pas les questions si les gens sont prêts à payer pour, votre analyse, elle n'est pas complète. Parce que je peux avoir besoin de quelque chose, mais je ne suis pas prêt à débourser, à sortir de l'argent pour cette chose. Donc, voilà la question. OK. Je pense qu'aujourd'hui, les gens au Bénin, en tout cas en Afrique occidentale, les gens sont un peu prêts à ce que je propose, dans la mesure où je propose de poser un diagnostic et surtout de les aider à ne pas arriver à la maladie. Je propose de les responsabiliser pour qu'ils soient responsables de leur santé et de les aider à y parvenir. Et je pense que les gens sont assez prêts pour ça. La preuve est que avant, je vais t'aider. Je vais t'aider. OK. Au fait, dans le domaine de la santé est un domaine où on ne fait pas de réserve ni d'économie. Mais on est prêt à vider son économie lorsqu'il s'agit de la santé. Donc, pour moi, les gens achètent déjà. Tu leur proposes juste une alternative qui est plus efficace. Ouais, c'est ce que je pense. Donc, déjà, les gens achètent. Mais maintenant, tu leur proposes une alternative. Alors, cette passion satisfait le besoin. Les gens sont prêts à payer pour. Et toi, tu vas encore au-delà en disant, je ne vais pas uniquement vous soigner. Non, je veux faire de vous vos propres médecins. Vous n'aurez même plus à tomber malade. Je vous donne des outils, des astuces qui vous permettent de vivre sans tomber malade. Ouais, donc merci. Parce que te connaissant et connaissant ton projet, tes conseils vont au-delà de prendre ceci, à manger ceci. Tes conseils, au fait, disent comment est-ce que je peux déjà vivre sans que ce corps ne connaisse de maladie. C'est ça. Tu permets à la personne de mieux vivre et être en parfaite santé, sans aucune maladie, sans attirer la maladie. Donc, parce que c'est notre manière de vivre qui nous amène dans les maladies. Exactement. Et toi, tu es dans la prévention. Exact. OK. Donc, je pense que pour ça, ta passion satisfait énormément le besoin des gens, plus que même ceux qui vendent des voitures. Merci. Merci, coach. Le point suivant. Oui. Le point suivant, je crois que c'est le dernier, c'est par rapport à l'adaptabilité du produit. Parce que certainement qu'elle subira, une fois son projet mis en place, elle subira une certaine concurrence. Et comment compte-t-elle s'adapter maintenant à l'évolution et à la concurrence pour être toujours performant dans ce domaine? Merci beaucoup. Oui, madame. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Alors, moi, je suis déjà quelqu'un de très ouverte et rien n'est figé dans le marbre. Je sais que j'apporte quelque chose de plus ou moins nouveau parce que dans l'esthétique et les soins, il y en a plein au Bénin. À tous les coins de rue, tu en trouves. Maintenant, pourquoi moi plutôt que les autres? C'est que moi, je ne vais pas m'occuper juste de la superficie. Moi, je vais dans la profondeur. En te coupant les ongles, je vois s'il n'y a pas un ongle incarné, par exemple. Et si jamais il y a ce risque d'ongle incarné, je sais comment faire pour redresser et qu'il n'y ait pas ce problème d'ongle incarné. Vous voyez? Donc, et je suis permanemment en formation pour toujours améliorer. Oui. Je vais t'aider. Oui. La question surtout se pose au niveau de l'acceptation
du marché de ton produit? Un, l'acceptation. Comment est-ce que les gens vont accepter? Deuxième chose, pour évoluer, c'est comment est-ce que tu vas te démarquer de la concurrence? Parce que, comme M. Hubert a dit, il y aura de la concurrence. Comment est-ce que tu te démarques pour pouvoir surmonter ça, te démarquer, oui, comment tu te démarques de cette concurrence et avoir ta part du marché? Ce que je dirais, comme la stratégie qu'on a proposée, comme on t'accompagne, le cabinet t'accompagne, la stratégie que nous sommes en train de mettre en place, c'est la stratégie de la sensibilisation. Ouais. Proposer un produit qui est nouveau et qui est contre la culture et l'éducation humaine, c'est souvent très difficile. L'acceptation de ce produit, elle est difficile. Premièrement, ton produit est nouveau. Les gens sont habitués déjà à aller à la pharmacie, appeler le médecin, aller consommer, avaler, si je peux dire, avaler des comprimés. Toi, tu proposes autre chose. Ils sont éduqués à appeler le médecin, ils sont éduqués à aller rapidement à l'hôpital. Mais toi, tu dis non, on peut vivre autrement. Donc, il y aura une difficulté pour accepter cela. Donc, la meilleure stratégie, c'est de sensibiliser les gens. C'est d'éveiller l'esprit des gens par rapport à ça. Donc, on ne va pas aller directement vers la vente. On va aller plutôt vers la rééducation. C'est ça. C'est cette rééducation, ce changement de mindset qui amène les gens à dire, ah, alors je pense que c'est important, j'achète. Oui. Mais si on va directement vendre, on sera face à un mur. Oui. Donc, c'est ce que je peux proposer comme réponse. OK. Merci, coach. Merci. Merci à vous deux pour l'exercice. Je vais demander aux autres participants de partager avec nous, pendant cet exercice, qu'est-ce que vous avez remarqué, qu'est-ce que vous avez constaté, qu'est-ce que vous avez retenu. Allons-y. Ou quel aspect vous a, ou qu'est-ce que l'exercice vous a apporté? Oui, Madame Patricia, ou c'est monsieur? Madame Patricia. OK. Quelqu'un d'autre? Sûrement, c'était une erreur. Oui, quelqu'un d'autre pour nous partager son... Oui, Darian. Mais comment on fait pour... Qui vient intervenir? OK. Vas-y. C'était Chris. Non, c'est pas Chris. J'ai oublié le prénom. Oui, vous pouvez prendre la parole. Allez-y, n'importe qui. OK. Monsieur Hubert, le seul intelligent de la salle, hein, il revient encore. Bon, en fait, Qu'est-ce qui se passe? d'une manière générale, après cet échange, on peut tirer la conclusion selon laquelle que l'entrepreneuriat, en fait, c'est pas de la génération spontanée. C'est pas, il faut une certaine culture. Il faut également une connaissance. Il y a certains B.A.B.A. une connaissance de l'environnement, disons même d'abord, il y a même une doctrine à maîtriser. Et des connaissances même sociologiques à appréhender pour mener à bien son projet. Donc, en fait, d'une manière générale, il faut se former et une formation permanente, une remise en cause permanente au fur et à mesure que l'on évolue et se poser toujours des questions pour aller de l'avant. Voilà d'une manière générale, moi, l'impression que j'ai après cet échange-là de l'entrepreneuriat. Merci. Donc, vous voyez un peu la raison du taux d'échec qu'on a en Afrique vis-à-vis des entrepreneurs. C'est la raison principale. Le niveau de l'ignorance est très élevé. On pense parce que j'ai un bon projet, j'ai une bonne idée, je peux réussir. Never. La bonne idée ne garantit pas. Un instant. Ne garantit pas la réussite.
de son projet. Je veux quelqu'un d'autre pour partager son oui, VIP Consult, Pointe Noire. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est connecté en présentiel. Bonsoir tout le monde. Il faut couper le haut-parleur de la télé, du PC qui est connecté à la télé. Chris Loubota, qui vous parle? Ça sent pas un peu le son? Non, on te reçoit très bien même. C'est bon, coach, vous m'écoutez? Non, 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 on le reçoit, c'est bon, c'est parfait. Ok, très bien, très bien. Je ne sais pas si vous avez demandé la conclusion de l'exercice par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a compris, ou je dois aussi étaler ce que moi j'ai recherché dessus. Vas-y alors sur les deux, peu importe. Anyone. D'accord. En ce qui concerne Product Market Fit, qui est en français, comme on le dit, est le rapport de convenance entre un produit et le marché auquel il est destiné. Je pense on parle de Product Market Fit quand les signes identifiant une hausse ou une bonne demande de marché de notre produit ont été repérés et réunis. C'est-à-dire, quand on a un produit qu'on veut commercialiser, on commence d'abord par rechercher les demandes disponibles pour ce produit, si ils sont en hausse ou pas. C'est pour dire qu'on ne devrait pas se lancer facilement ou précipitamment parce qu'on a été formé ou bien parce que on a une idée. on a les moyens, on se donne les moyens de lancer une activité et qu'on se dit que non, au final, on y parviendra au bon résultat. Sans pour autant avoir recherché la demande du marché par rapport au produit. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu voir, la convenance qu'il y a entre ce rapport et par rapport à la demande du produit sur le marché. Merci Maintenant, beaucoup. on passe à Founder Market Fit. Je pense qu'on parle de Founder Market Fit en français, comme on le dit, fondateur adapté au marché. Quand on parle de fondateur adapté au marché, il y a en compte un enchaînement ou un alignement entre les attributs, c'est-à-dire les titres, les qualifications, les compétences ou encore les expériences, les passions, les talents, les entreprises personnelles du fondateur lui-même et la demande du marché, y compris sa dynamique. C'est-à-dire là, le fondateur lui-même, l'entrepreneur, va sur la base de ses passions, ses talents et trouve le marché qui fait le rapport entre ses talents, ses passions et le produit. À ce moment, on trouvera un bon compromis de fondateur adapté au marché. Merci. Excellent. Et pour la question sur les raisons qui me qualifient pour être un porteur de bons projets, je dirais qu'il est, il est reparti en... Comment vais-je le dire? Il s'agit de... Peut-être pour certains diront que moi, je suis bon pour ce marché, je suis qualifié pour ce marché par rapport à mes idées. J'ai des idées qui diffèrent de ceux qui sont déjà sur le marché. D'autres diront, j'ai des talents qui diffèrent de ceux qui sont déjà sur le marché. D'autres ont peut-être les connaissances acquises comme les formations, et etc. Merci. Tu me reçois? Oui, je vous reçois, coach. OK, merci beaucoup. Passe le téléphone à la dame derrière toi. Elle va se présenter. Oui, vas-y. Bonsoir, moi c'est ma coach italienne. Vas-y.
Selon les recherches que j'ai eu à faire, Product Market Fit, ce que j'ai pu comprendre par rapport à la définition, c'est le moment où un produit rencontre avec succès sa cible d'utilisateur. Ils connaissent le produit, achètent et le recommandent. À nouveau. Dès lors, la croissance de l'entreprise s'accélère. Le product market fit est un phénomène éphémère. Les besoins de la cible évoluent, le produit doit s'adapter. C'est ça. L'autre définition que j'ai eue en résumé. Excellent. Le product market fit, l'idéal est la façon dont votre cible comprend votre produit, l'achète, l'utilise, on parle autour d'elle pour vous recommander encore. C'est ça. Selon Mark Anderson, Ouais. le product market fit signifie une rencontre et un accord parfait entre un produit et son marché. Une évidence, 3 points de suspension. C'est bon. Merci. Passe le téléphone à la dame à côté. Excuse-moi. Est-ce qu'elle était là la dernière fois? Bonsoir, Patricia. Non, je viens de commencer la séance. Ah, c'est Patricia. Oui, c'est moi qui ai laissé le commentaire en ligne. Donc, Ok, du coup, d'accord. j'ai WhatsApp, j'ai vu l'exercice, j'ai essayé de faire quelque chose. Vas-y. Donc, déjà pour commencer, sur l'exercice qu'il y avait, je pense qu'il y avait au moins 3 questions, mais je pense qu'on ne parle pas trop de la dernière qui parlait de trouver 5 personnes les plus riches du monde, sauf si c'est moi qui n'ai pas bien compris le concept. Non, vas-y, tu peux commencer par là. Ok, donc, bon, d'après mes recherches, vu que mes confrères ont déjà donné les détails sur les 2 autres, donc j'ai retrouvé Elon Musk, désolé pour la prononciation, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Elon Musk. Elon Musk, ok, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison. Après, il y a une question que je n'ai pas trop bien compris. Je ne sais pas si vous pouvez bien plus l'élucider. C'était trouver les raisons qui vous qualifient pour que vous soyez porteur du projet. Ça, c'est Pardon? pour ceux qui sont déjà entrepreneurs. Ok. Si vous n'êtes pas encore, ne vous fatiguez pas. Mais si tu as déjà un petit truc, donc je voulais bien comprendre la question. Vas-y. Quel est le projet? Bon, pour l'instant, le projet que j'ai, je fais les conceptions des sacs handmade, fait-main. Donc, du OK. coup, pour l'instant, donc, par rapport à ce projet, comment je peux orienter la question pour pouvoir la répondre? Tu as suivi l'échange entre M. Hubert et Mme Fleur? Oui, mais je t'ai pas. Tu n'avais pas compris. OK, on va revenir sur ça, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Ok, donc je passe le téléphone à celui qui est devant. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Monsieur peut récupérer le téléphone. OK. Tenez, monsieur. J'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. Celui qui a la réponse, je lui donne un livre. Le livre, Les erreurs courantes en entrepreneuriat. Celui qui a la réponse. Stéphanie, pourquoi tu souris? Voici la question.
attends, je vais formuler. Vous comprenez déjà le Product Market Fit. Donc, entre le lancement du projet et la découverte ou la réussite du produit sur le marché, c'est-à-dire la réussite du produit sur le marché, ce qu'on appelle le Product Market Fit, c'est ça, non? Quelle est la durée? Quelle est la durée, quel est l'intervalle entre quand je lance le projet, je lance le produit, et quand le produit réussit sur le marché, c'est-à-dire le Product Market Fit est réalisé. Quelle est la durée? J'explique. À quel moment une entreprise dira qu'elle a trouvé son Product Market Fit? Quelle est la durée entre... Abraham a levé la main. OK. Vas-y. Oui, merci Sio. Bonsoir tout le monde. Donc, je dirais, je vais dire qu'il n'y a pas une durée fixe, mais c'est ce moment-là, je te dis cet instant où le produit répond parfaitement aux besoins des clients. En combien de C'est-à-dire le temps? produit, oui, peut-être que le moment où le produit est lancé, il y a eu après des innovations et c'est ces innovations qui font que le produit a répondu maintenant Donne-nous un aux besoins des délai. clients. Donc, Donne-nous un délai. oui, le délai, bon, je pense qu'il n'y a pas de délai, il ne peut pas avoir de... Ça peut être instantanément lorsque le produit est lancé ou ça peut être des années après pendant qu'il y En a eu une 5 ans. innovation qui a amélioré le produit. Je ne veux pas OK. donner de délai. Stéphanie. Stéphanie. Ok, bon, pour moi, c'est que si j'ai bien compris l'explication, c'est que ça doit être en même temps, automatiquement. Si le produit est lancé et que le travail est bien fait, automatiquement, il doit avoir pas un délai. Automatiquement que le produit est lancé, ça doit couler en même temps. Donc, chez toi, c'est automatiquement, c'est-à-dire c'est dans l'immédiat. Oui, OK, dans les médias. Patricia aussi a dit que c'était dans l'immédiat. OK, c'est compris. Merci. Oui, c'est non. Alors, moi, je dis que ça peut être dans l'immédiat, mais il ne faut pas non plus que ce soit dans un an. Ça Je peut pense, être... OK, oui. vas-y. Si, Ça peut être dans... Vas-y. alors, je dirais que si peut-être ton produit match rapidement, tu as su vraiment déceler la douleur des gens et apporter la bonne solution tout de suite, ça peut marcher direct. Mais si ça ne marche pas direct, c'est pas grave, tu cherches. Mais il ne faut pas attendre le temps du bilan, c'est-à-dire 1 an plus tard. Tu ne réponds pas à ma question. Tu ne réponds pas à ma question. Ça, c'est une réponse diplomatique, alors que c'est M. Hubert qui est diplomatique. Je veux un délai. Ah non, mais 6 mois. Je dirais de l'instant T où tu as créé à 6 mois. À 6 mois. OK. Élisée, merci. Élisée. Le micro. Merci beaucoup. Je dirais qu'il n'y a pas un délai pour savoir si l'on a atteint l'objectif du product market fit. Sinon, pour voir, pour que l'entreprise sache qu'elle a atteint le product market fit, il doit se spécialiser sur 3 choses: l'engagement, la rétention et la recommandation des produits. Et donc, s'il doit évaluer ces choses, je dirais 3 mois ou plus. 3 mois ou plus. Merci. Lise. Également, je dirais qu'il n'y a pas de délai, mais il y a des signes révélateurs pour pouvoir savoir si le produit a bel et bien
si le produit si les consommateurs ont accepté le produit ou pas. Il y a des signes révélateurs. Ça devait être dans combien de temps? Et je pense que les 3 premiers mois ou les 6 premiers mois, on comprendra que le produit a été accepté dans le marché. Merci. 3 mois. Oui, Darian. Personne ne veut le lire. OK. Moi, je pense que ça dépend du produit, hein. Ça dépend du produit mis sur le marché. Si par exemple, dans un milieu donné, on a du mal à trouver de l'eau fraîche, et que moi, je viens ouvrir ma boutique où je vends de l'eau fraîche, des jus frais, l'impact est automatiquement remarqué. Donc, le product market fit est effectif. Maintenant, si je prends un autre produit, peut-être, quel autre produit? Je mets peut-être sur le marché du riz. Arrête de réfléchir sur mon... Donne-moi un délai. OK. Quand c'est un besoin vital, le délai peut être immédiat, ça peut être automatique. Sinon, on ne peut pas vraiment définir un délai. OK. Merci à vous tous d'avoir échoué et raté le livre. Je ne vais pas vous donner de réponse. Pas pour tout de suite. Non, jamais, si vous devez donner la réponse, je ne va pas continuer. Vous devez répondre. Non, mais écoute, là, c'est de l'arnaque. Vraiment, de l'arnaque. Si on peut répondre. Franchement, vous devez répondre. Hein. Sinon, on ne continue pas. Vous avez échoué. Pourquoi vous voulez que Non, vous décrétez comme ça là qu'on a échoué, c'est pas possible. Tout ce que tout le monde a dit là, quelqu'un doit avoir quand même un bris de réponse juste. Je vais poser la question je vais avoir la réponse de Chris. Chris en présentiel à Pointe-Noire. Qu'est-ce que tu penses? Donne-moi un délai, il ne faut pas prêcher. Donne-moi un délai. Chris. Bah, en ce qui concerne le délai, tout d'abord, le produit peut être aussi un service. Il faut d'abord aussi le savoir. Parce que tout produit n'est pas produit comme les gens se le disent. Parce que quand on propose des services aussi, c'est comme un produit, ça prend l'équivalent d'un produit. Pas prêcher. Alors, si c'est un produit... Donne un délai. Bon, le délai, c'est quand le produit est accepté et redemandé. C'est quand? C'est quand? C'est bon, on a compris. Tu ne connais pas. Merci. Monsieur Hubert a levé la main. Le délai. Oui, monsieur Hubert. Est-ce que son micro est allumé? Non, votre micro n'est pas allumé. Je dis que ça va maintenant? Oui, c'est bon. Okay. Je dis qu'il n'y a pas de délai. Parce que dès que le produit est lancé, c'est à ce moment-là qu'il est accepté ou n'est pas accepté sur le marché. Parce qu'en réalité, le produit, avant de lancer le produit, je crois que il y a une stratégie de communication qui précède même le lancement du produit. Et c'est ça qui suscite même la curiosité du client. Et lorsqu'il est lancé, s'il accepte, et aussi automatiquement, voilà, il a accepté. Pour moi, il n'y a pas de délai. OK. Vous voulez tous que je vous donne une réponse?
Oui. Oui, coach, on veut la réponse. On veut la réponse, oui. D'accord. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà trouvé une stratégie pour récupérer mes livres. Pour ceux qui vont gagner le livre, à chaque fois que je pose une question, je vais vous indexer. Vous répondez mal à la question, je récupère le livre. C'est ça la stratégie. En réalité, il n'y a pas de délai. Donc, moi, j'ai trouvé, coach. Non, 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 non. J'ai déjà trouvé une stratégie. Vous êtes diplomate, mais vous n'allez pas jouer sur les mots pour gagner quoi que ce soit ici. Non, non, Je suis allé à l'école de M. Hubert. Monsieur Hubert même a dit, il n'y a pas de délai dans le sens que c'est tout de suite, tout de suite. C'est pas, il n'y a pas de délai dans le sens où c'est indéterminé. Donc, avant la fin n'a pas gagné. T'inquiète, avant la fin de la séance, je vais récupérer mes livres. Je vous pose des questions, vous répondez mal, j'ai mes livres. Le point suivant, testez vos idées. C'est là qu'on s'est arrêté la semaine, le mercredi, pardon. On disait que un entrepreneur doit savoir tester son idée avant de se lancer. Et on a vu l'exemple palpable de consultante Safiatou, qui a lancé un business avec beaucoup de millions, comme beaucoup de personnes le font d'ailleurs, sans avoir essayé, testé. Et je disais que je pourrais vous donner, je vais vous donner un exercice aussi, soit au milieu ou à la fin, je vais voir si j'ai un peu de temps. J'ai réalisé un document pour vous que vous pouvez utiliser pour tester n'importe quel business. Oui. Le document vous sera mis à votre disposition. Vous répondez juste aux questions. Après, vous faites la somme des différents éléments. Et là, vous savez si ce business va marcher ou pas. Testez vos idées. Quand j'ai été invité pour animer une formation pour la première fois au Gabon, j'ai été invité par une association pour animer une conférence de 3 jours, je pense que c'était sur 3 jours. Pour la première fois, c'était ma première fois au Gabon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je savais que j'allais lancer le cabinet automatiquement si je m'installe. Et si je vais au Gabon, je vais profiter pour lancer le business. Mais j'avais un mois. Monsieur Hubert a dit quelque chose de pertinent. Avant le lancement, il faut commencer la communication. Donc, avant de quitter, avant d'aller au Gabon, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai créé un groupe WhatsApp. J'ai demandé à celui qui m'a invité, je lui ai dit d'inviter des gens à intégrer le groupe WhatsApp, que je vais animer une formation sur le marketing digital gratuitement. Donc, les gens qui ont commencé par intégrer, en une journée, en quelques jours, on avait quand même déjà une centaine de personnes sur le groupe. Après ça, j'ai lancé la formation, j'ai animé la formation sur Google Meet. J'ai fait une première formation et j'ai vu le besoin. Les gens disent, ah, c'est très intéressant, on a besoin de ce genre de formation. Ah, j'ai noté ça. J'ai fait une deuxième formation. Ils ont encore aimé ça. J'ai animé ça sur le groupe WhatsApp avec des vocales, avec des voice notes. Les gens ont beaucoup apprécié. Et quand je suis arrivé au Gabon, le même jour où j'ai animé la formation pour l'association, dans la soirée, j'avais aussi loué une autre salle où j'ai animé maintenant la formation en présentiel pour ceux qui me suivaient déjà en ligne. Et comme ça, j'ai lancé le cabinet et jusqu'aujourd'hui, l'entreprise existe au Gabon. Donc, mais comment est-ce que j'ai fait avant? Je ne vais pas d'abord... Monsieur le consultant Didas, vous avez une question, c'est ça? Vous avez levé la main? Bien, c'est bon? OK, je vais enlever, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, si quelqu'un a des questions, vous pouvez m'arrêter à tout moment, il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais, j'ai testé d'abord le marché pour savoir s'il y a le besoin, si les gens ont besoin de cette formation en marketing digital. Je vais lancer un restaurant et je veux tester le marché. Avant, qu'est-ce que les gens font? Comme j'en ai vu, certains l'ont fait au Gabon. La personne prend des millions, il loue le local, il va meubler le local, il va même des fois jusqu'en Chine. Celle que j'ai rencontrée m'a dit qu'elle est allée à Dubaï, elle est en France,
pour meubler le restaurant, acheter les chaises, les tables, tout le matériel. Le restaurant n'a même pas fait 6 mois, il a fermé. Parce que le marché n'a pas été testé. Le restaurant que tu veux lancer, est-ce que tu as fait une étude de marché par rapport à ça? Donc, qu'est-ce que je peux faire avant de louer déjà le local? Je peux lancer le projet, un instant, et voir la réaction. Par exemple, je peux lancer la communication, je peux créer une affiche et dire restaurant de temps qui vend tel mail et je publie. Je mets ça en statut, je regarde et je vois la réaction des gens par rapport à ça. Est-ce que les gens réagissent? Est-ce qu'ils sont intéressés par ça? Est-ce que les gens voient ça? Est-ce qu'ils m'appellent pour dire, est-ce que c'est déjà prêt? Je dis non, c'est dans 2 mois. Ne vous inquiétez pas, le restaurant sera ouvert. Donc, mais si je ne fais pas ça, je n'ai pas testé ce marché. Je peux aussi faire la vente en ligne. Je crée la page, je crée la communication, je lance, je dis commandez, on vous livre. Et je vois le nombre de commandes que je reçois. Est-ce que les gens achètent? Est-ce que les gens lancent les commandes? Je peux aussi demander un partenariat avec un autre restaurant qui ne fait pas peut-être mon type de mets et proposer un partenariat pour que moi, je puisse mettre ça en place chez eux pour le début. Donc, il faut trouver des moyens qui ne vous font pas dépenser pour pouvoir lancer ce business, pas pour lancer, pour tester votre idée. Je prends l'exemple encore de Sénan qui a lancé son espace de naturopathie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé par faire ça d'abord à domicile pour voir la réaction des gens. Elle fait ça déjà d'abord en domicile, non, en domicile, ça, pour voir la réaction des gens. Est-ce que les gens manifestent l'intérêt pour ça? Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour le produit? Donc, il faut toujours trouver des moyens qu'on a le besoin, le client a celle pour ouvrir au plus tôt, il te motive même d'ouvrir. Exactement. Quand vous faites le test, c'est ce qui se passe. Autour de vous, est-ce que les gens sont prêts à acheter ce produit? À combien ils vont l'acheter? Rapidement, je vais vous montrer quelque chose. Parlez à vos clients, pas à vos frères ou amis. Les règles que certaines font, c'est que on dit oui, j'ai testé. Tu as testé comment? Oui, j'ai demandé à mes petits frères s'ils vont acheter ce genre de chaussures. Est-ce que tes petits frères sont tes clients? Ils ne sont pas tes clients. Non, quelqu'un dit j'ai testé. Comment tu as testé? Mon mari a dit qu'il sera le premier client. Et ton mari va acheter des habits tous les jours? Non. Donc, il ne faut pas que tu testes avec tes frères. Il faut que tu testes avec de vraies personnes. Donc, cher entrepreneur, sors de chez toi, va rencontrer les gens, pose des questions, va dans les malls, va dans les restaurants, va à des événements, prends la parole, pose des questions, échange avec les gens, discute avec eux. Il y a une question que moi j'ai l'habitude de poser. Combien vous serez prêt à payer pour telle chose? Je pose ça à 3, 4, 5, 10 personnes. Combien vous serez prêt à payer pour tel produit? Combien vous serez prêt à payer pour tel service? La personne dit, il y a même des gens qui le font avec des questionnaires. Nous, on l'a fait pour un restaurant. On est en train d'accompagner la mise en place d'un restaurant au Gabon, à Libreville. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un questionnaire d'études de marché qu'on a publié, qu'on a envoyé à tous nos amis, toute notre communauté gabonaise. Le client aussi a envoyé un peu partout. On a reçu les réponses et on a traité. On a vu qu'il y a une demande, il y a un besoin pour ça. Excusez-moi. OK, on continue. Comment slide? Oui.
C'est une stratégie essentielle pour valider votre idée commerciale et comprendre les besoins réels de vos clients. Donc, comme je disais pour l'autre client, qu'est-ce qu'on a fait? On a publié le lien. Les gens ont rempli. À quelle fréquence vous mangez au centre-ville? Parce que le restaurant sera installé au centre-ville. À quelle fréquence vous mangez au centre-ville? Quelqu'un a dit 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. OK. Pourquoi vous préférez le centre-ville? Parce que, OK. À combien vous dépensez entre 5 000 et 15 000 francs sur votre restauration au centre-ville? Les gens ont répondu. Et tout ça, ce sont des données qui sont très importantes pour nous, pour prendre des décisions. Pour prendre des décisions sur le prix des plats. Donc, tu ne vas pas fixer tes prix parce que, oui, mon restaurant est chic. Comme les autres le disent, mon restaurant est chic. Et je fixe le prix à 10 000. Et après, même ta famille qui vient manger, c'est pour t'aider, pour te faire plaisir. Et là, il n'y a personne qui vient manger parce que les prix que tu as fixés ne sont pas réels. Ce ne sont pas en fonction du besoin réel du marché. Donc, il faut parler. Quand je rencontre des entrepreneurs, je demande, OK, c'est bien, c'est une bonne idée. À qui vous avez déjà parlé? Combien de fois vous êtes sortis pour discuter avec des gens? Vous avez appelé des gens pour demander, ceux qui consomment le produit, ceux qui achètent déjà. Vous avez parlé avec eux pour savoir quel est leur besoin réel. Comment est-ce que... Donc, et en ayant ces informations, vous pouvez améliorer ce que vous proposez. Il y a la loi des 3 S que j'aime enseigner aux entrepreneurs pour avoir c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Un état d'esprit qu'il faut avoir. Le premier S, c'est le start. Peu importe le nombre de fois que vous pensez à ces idées, si vous ne lancez pas, elle ne va jamais se lancer elle-même. Donc, il faut commencer. You have to start the business. Et vous ne cherchez pas que toutes les conditions soient réunies pour lancer. Ce n'est pas possible. Il faut commencer avec ce que vous avez, où vous êtes. On dit start with what you have, where you are, what you... No, sorry. We start with what you have, where you are, with who you... Ah, j'ai oublié la citation là. Donc, commencez. Commencez avec ce que vous avez. J'ai lu un livre il y a des années qui s'appelle Start with what you have. Commencez avec ce que tu as. Et on a toujours tous quelque chose. Le plus important, comme M. Hubert aussi l'a dit tout à l'heure, c'est la connaissance, la compétence. C'est la chose la plus importante. Ayez la compétence. Il faut se faire former, il faut se faire accompagner et démarrer. Après ça, parce que ceux qui t'accompagnent voient des choses que toi, tu ne vois pas. C'est important. Scale the business. Je lance mon entreprise, c'est bien. Maintenant, il faut que tu scales. Ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle le principe de la scalabilité. C'est votre prochain exercice. Ceux qui n'ont pas parlé aujourd'hui, je vous attends à la prochaine séance. Donc, je vais écrire ça dans le chat. Scalability. Donc, vous devez faire des recherches sur le concept scalability en business management. Qu'est-ce que ça veut dire en business, en entrepreneuriat? Scalability. C'est dans le chat. Ça vient du mot, le mot scale. Donc, je vais sauter le mot scale. Après ça, comme je disais tout à l'heure, c'est un état d'esprit. Après ça, sell the business. Même si tu ne vas pas vendre, ça veut dire vendre ton entreprise. Même si tu ne vas pas vendre ton entreprise, il faut que tu travailles comme si tu vas vendre ça demain. Moi, je dis, toutes les entreprises que je crée, je suis capable de les vendre à 99%. Mes collaborateurs n'aiment pas ça, mais c'est vrai. Si je vois quelqu'un veut acheter VIP Consult aujourd'hui, je vais vendre. Parce que j'ai d'autres business que je vais créer. Quelqu'un veut acheter VIP Fashion School, je vends. Cotonou Business School, je vends. Brazza School of Business, je vends. Stéphanie Adenia, je vends. Ah, pardon, ce n'est pas un business. Je vends. Mais il faut avoir l'état d'esprit comme si tu voulais vendre. Qu'est-ce que ça va faire? Quels sont les avantages? 1, tu vas gérer de façon transparente. 2, tu auras la traçabilité de ta gestion parce que tu sais que celui qui vient acheter ne va pas acheter de n'importe quoi. Il veut voir la traçabilité des choses. Il veut voir les documents. Il veut voir la comptabilité. Il veut voir les différents éléments. Donc, tu vas mieux gérer.
Lorsque tu as ça en esprit que je veux vendre. Pas forcément parce que tu vas vendre, mais pour que ça puisse t'aider. Parce que quand tu sais que tu veux vendre quelque chose, tu la gères autrement. Ou bien, quand tu achètes une voiture et tu sais que tu veux vendre la voiture, tu prends soin de la voiture, tu veux pas que, parce que tu sais que la valeur de la voiture, quand tu vas vouloir vendre, si tu as mal géré, n'aura aucune valeur. C'est comme quand tu utilises iPhone ou MacBook. Tu te rassures que non, ce n'est pas gratté. Parce que tu sais que quand tu vas vouloir acheter un autre iPhone, tu vas faire le troc. Tu vas remettre ce que tu as pour compléter l'argent. Alors, tu gères ça bien. Tu ne veux pas que ça se gâte. Tu ne veux pas que ça se... Parce que tu sais que tu veux vendre ça. Donc, vous voyez l'état d'esprit que ça nous donne. C'est ça la partie la plus importante. Le point suivant, ce qui est un peu compliqué, complexe, mais on va essayer de comprendre. Le modèle économique de la courbe G. Nous voulons parler maintenant de la courbe G. C'est G ou bien c'est J en français? Quelqu'un peut m'aider? C'est G ou c'est J? C'est J. 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 C'est J. C'est J. J. Ok, d'accord. C'est une façon de vous réveiller et de vous ramener en classe. Donc, la courbe J nécessite souvent des investissements et suivez très bien cette partie. Vous allez voir pourquoi beaucoup ont échoué en entrepreneuriat et pourquoi certains vont encore échouer dans quelques semaines. Allons-y. Le modèle économique de la courbe J nécessite souvent des investissements considérables dans les premières années. Des entreprises telles qu'Amazon, Netflix, Tesla et Uber ont toutes dû consacrer des ressources importantes à l'expansion de leurs activités, à la recherche et au développement, ainsi qu'à la construction d'infrastructures. Ces investissements initiaux peuvent entraîner des pertes financières significatives à court terme, mais ils ont également posé les bases de leur succès ultérieur. Ça veut dire quoi? La courbe J, comme vous pouvez le voir là, c'est que l'entreprise, il y a des entreprises ou des projets qu'on appelle J-Curve Business. Ce sont des entreprises courbe J. Ça veut dire quoi? C'est une entreprise qui connaît d'abord la mort, la perte, avant la rentabilité. Il y a des gens qui viennent me voir. Coach, j'ai un bon projet. Le projet là, c'est trop bien, quoi. Quand ils me présentent le projet, je dis c'est très bon. Mais ce projet, tu vas commencer sa rentabilité dans 2 ans. Il dit, ah, je dis oui. Ce projet ne rapporte pas pendant au moins 2 ans. C'est après 2 ans que tu vas rentabiliser. Maintenant, est-ce que tu as l'argent à dépenser pendant 2 ans ou à investir pendant 2 ans? Il dit, je n'en ai pas. Je dis, tu as choisi un mauvais projet. Je démarre l'entreprise comme ça et ça rentre au fond. Au fait, c'est ça, au fait, la courbe J. Ça, je vais continuer à dépenser, 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 dépenser. Comme une école. Vous voulez lancer une école? Vous devez construire, investir dans les tables, un restaurant, courbe J. Ce sont des business qui vous prennent beaucoup d'argent. L'hôtel aussi. Vous voulez vous lancer dans l'hôtellerie? Tu imagines ce que tu vas dépenser pour construire d'abord l'hôtel, pour meubler l'hôtel, et après, maintenant, commencer par prendre des chambres de 50 000 pendant combien d'années avant de rentabiliser? Ce n'est pas comme si quelqu'un va venir prendre tout l'hôtel et dire, je te paie 1 million par mois. Non, tu peux même avoir peut-être c'est 2 chambres que tu as vendues, 100 000 francs le mois. Donc, tu vas rentabiliser quand? Tu vas rentabiliser dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et si tu ne savais pas et que tu choisis tel business comme ta première entreprise, tu as complètement foutu. Tu as foutu. Et il y a beaucoup qui se lancent dans des business courbe J et qui ils pensaient qu'en 3 mois ou en 2 mois, il va commencer à rentabiliser. Mais non. 3 ans, il est toujours en train de se chercher. Et si vous ne faites pas attention à le choix de votre premier projet et vous choisissez un projet de courbe J et que vous n'avez pas suffisamment de fonds à injecter,
Après quelques mois de dépenses, vous allez abandonner. Amazon n'a pas rapporté, n'était pas rentable pendant plus de 5 ans. Pendant plus de 5 ans, ils étaient en train d'investir, aucune rentabilité. Mais imaginez, si Jeff Bezos ne savait pas ça, s'il n'allait pas chercher l'argent encore davantage pour investir, et il disait chaque année à ses investisseurs, à ses actionnaires, ça va rapporter, ça va rapporter. J'ai lu un livre, Les 14 lettres de Jeff Bezos. Un livre où Jeff Bezos envoyait une lettre chaque année à ses investisseurs et ses actionnaires. Et il disait dans la lettre que, parce que quelqu'un écrit, a pris les 14 lettres et il les a analysées, décortiquées, il a fait un livre avec. Et il leur disait que ce business va rapporter si nous avons de la patience, nous avons une vision, tout ça. Mais s'il ne savait pas, il allait fermer. Et beaucoup ont fermé après des années de dépenses parce qu'ils ne savaient pas que c'est un business de coupe G. Ce modèle, je veux que quelqu'un puisse lire. Tu peux lire, je t'ai envoyé une demande pour allumer ton micro. J'ai oublié ton nom. C'est Anthony. Oui, Anthony, vas-y. Ce modèle est fréquemment constaté dans... Ah, c'est pas ça? Non, c'est bon, c'est ça, merci. Oui. Ce modèle est fréquemment constaté dans les entreprises ou les investissements qui traversent une phase de restauration importante, d'expansion ou d'innovation avant de connaître une croissance substantielle. La baisse initiale ou la stagnation peuvent être attribuées à des dépenses accrues, des changements de stratégie ou d'autres facteurs, tandis que la phase de croissance rapide ultérieure est alimentée par les résultats positifs de ces actions. Merci. On continue. Quelqu'un d'autre? Lise. Merci, Anthony. Exemple d'entreprises qui ont suivi le schéma de la courbe en J inclut Amazon. Au début de son histoire, Amazon a connu des années de pertes financières alors qu'elle investissait massivement dans l'expansion de son infrastructure et dans son offre de produits. Cependant, ces investissements ont finalement porté leurs fruits et Amazon est devenu un géant du commerce électronique avec une croissance exponentielle de ses revenus et de sa capitalisation boursière. Merci. Monsieur Serge. Serge est là? Oui, coach sur ligne. OK, la lecture. Exemple d'entreprises qui ont vu le schéma de la courbe en J inclus. Google, au début de son activité, Google a investi massivement dans le développement de son moteur de recherche et d'autres services en ligne, ce qui a entraîné des pertes financières importantes. Cependant, une fois que ces produits ont été adoptés par les utilisateurs et que la publicité en ligne a pris de l'ampleur, Google est devenu l'un des principaux acteurs de l'industrie technologique. Merci. Dariane. Est-ce qu'elle est encore en ligne? Tesla a investi des milliards de dollars dans le développement de véhicules électriques et de solutions de stockage d'énergie. Bien que l'entreprise ait initialement rencontré des difficultés financières, elle est devenue un leader mondial dans le secteur de l'énergie. Merci. OK, rapidement, quelques pièges à éviter en entrepreneuriat. Le premier, sous-estimer les coûts. Comme on a expliqué tout à l'heure, on peut vouloir se lancer et ne pas avoir
les coûts réels. On peut avoir une mauvaise estimation des coûts et après, on est face à une problématique où on est obligé d'arrêter. Ignorer la recherche de marché, comme on a déjà vu avec le Product Market Fit, il faut faire suffisamment de recherche. Il faut avoir assez de données, assez d'informations. Mauvaise gestion du temps, non. Manque de planification stratégique. Lorsque l'entrepreneur n'a pas la connaissance sur la planification stratégique, l'organisation de travail, il n'a pas de vision, il n'arrive pas à mettre en place des objectifs, c'est-à-dire met la vision en objectif. Élaborer des stratégies pour réaliser ces objectifs, met en place les plans d'action, avoir des indicateurs pour mesurer, analyser, voir, est-ce que, on va parler de ça aussi après, est-ce que mes objectifs sont atteints ou pas? Manque de mauvaise gestion du temps. Quand l'entrepreneur ne sait pas gérer son temps, qui sont ceux qui maîtrisent ce qu'on appelle le principe de Pareto? Si vous levez la main, je peux vous appeler pour expliquer. Il faut être sûr que vous maîtrisez. Levez la main. Vous maîtrisez le principe Pareto. Le principe Pareto. Vous connaissez le principe Pareto. OK, Serge. Oui, le principe de Pareto stipule que 80% des gains que j'obtiens sont produits par 20% de mes actions. Merci. Donc il faut réussir à identifier chaque jour, des 80% produits, quelles sont les actions qui ont produit ces actions-là, et puis travailler à les amplifier tous les jours. OK, merci pour l'explication. Le monsieur s'appelle Alfred Vinto Pareto, qui a découvert le principe et il a remarqué que 20% de nos activités produisent 80% de nos résultats. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont à Pointe-Noire, vous me suivez bien? Balancez juste la main si ça se passe bien. OK, super. OK. Je n'ai pas vu la main de Patricia. OK. Donc, 20%, ça veut dire quoi? Je suis chef d'entreprise. Si je fais la liste de toutes mes activités, disons même que je suis secrétaire ou comptable. Si je fais la liste de toutes mes activités, mon cahier de charges, ce qui détermine la majorité, la grande partie de mon résultat, c'est juste 20% de ce que je fais. Donc, ce n'est pas en réalité tout ce que je fais qui détermine le grand résultat que j'obtiens. Donc, 80% de mes résultats sont déterminés par juste 20% de mes activités, de mon cahier de charges. En tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, je dois chaque fois identifier les 20%. Quelles sont les activités 20% qui doivent produire les 80% de mes résultats? Pour un entrepreneur, pour moi, Alex Balogun, ce qui détermine 80% de mes résultats, c'est-à-dire ce qui détermine 80% de résultats du cabinet VIP Consult, ce n'est pas lorsque j'anime une formation. Lorsque j'anime une formation au client, ce n'est même pas dans les 20%. Non, pas du tout. Ça, c'est dans les 80%. Ce n'est pas autant significatif. Ça n'a pas autant de poids. Ce qui est dans les 20%, les activités prioritaires qui sont dans les 20% pour moi, c'est lorsque je suis en réunion stratégique avec le personnel. Lorsque je suis en réunion stratégique avec le personnel. Lorsque je suis en réunion où on travaille sur les objectifs. Lorsque je suis en formation avec les managers des différents annexes. Formation, élaboration des objectifs, de stratégie, vérification des... Ça, c'est les 20%, ça. À part ça, moi-même, ma propre formation, l'investissement en moi, la lecture,
la formation en développement personnel ou entrepreneuriat ou leadership, c'est dans mes 20%. Autre chose qui sont là, mes 20%, c'est lorsque je suis en train d'analyser la satisfaction clientèle. Est-ce que les clients sont satisfaits? Qu'est-ce qu'ils obtiennent? Est-ce que ceci est... Ça, ce temps, c'est dans mes 20%. Pourquoi, lorsque j'anime une formation, ce n'est pas dans les 20%? Parce que je peux déléguer. Tout ce que je peux déléguer n'est pas dans mes 20%. Je peux déléguer la formation. Mais comment je rassure que la formation elle est bien animée? C'est lorsque je forme le personnel qui doit former le client. C'est lorsque je mets en place un système de contrôle ou un système qui permet à celui qui anime de l'animer de façon efficace. Donc, la mise en place de ce système, la mise à jour de ce système font partie de mes 20%. Donc, chez entrepreneur, si tu ne sais pas identifier tes 20% et que c'est toi qui fais tous les détails, tu fais ci, tu es là-bas, même les managers. Il y a des fois, je dis à Mme Marianne, par exemple, je dis non. Elle doit faire peut-être un transfert de Western Union. Tu es la DAF. Tu as un comptable. Et c'est toi qui vas te lever pour aller faire le transfert. Je dis non, Mme Marianne, ce n'est pas normal. Tu dois déléguer ça. Parce que ce n'est pas dans tes 20%. Tes 20%, c'est la rentabilité même de la boîte. La traçabilité des transactions, la satisfaction de la clientèle, parce que c'est eux qui nous ramènent l'argent. Tout ce qui est procédure juridique, tout ce qui nous permet d'être les impôts, la fiscalité, c'est ça, les 20%. Le remplissage, par exemple, quand on dit les imputations, ce n'est pas dans ces 20% en tant que DAF. L'imputation n'est pas dans ces 20% parce qu'elle a un comptable. C'est le comptable qui fait les imputations. Elle, les vérifications, les analyses, le respect des comptes, par exemple, c'est les comptes, vous appelez ça, non? Comment vous appelez les noms que vous donnez aux différents trucs là? C'est les comptes, non, Madame Marianne? Comment vous appelez ça? C'est les comptes. Oui, ici, vous dites. Vous étiez où? Oui, oui. Quand je prends une ligne de dépenses, quand je prends le loyer, on crée un compte, hein, Abraham est même là. On crée un compte pour chaque ligne, pour chaque dépense, non? C'est ça, non? C'est les comptes, oui. Oui. OK, merci. Donc, ça, par exemple, ces vérifications, la vérification des différents calculs, ça, ce sont ces 20%. Donc, si vous êtes manager, leader, chef d'entreprise, vous devez vous poser la question chaque fois, what's my 20%? Quels sont mes 20%? Est-ce que je ne suis pas en train de faire des choses que quelqu'un qui est en bas de moi devrait faire? Parce que si je suis en train de faire ça, je vais, au fait, affecter la croissance de l'entreprise. Ceux qui sont, certains de nos responsables vont comprendre pourquoi, des fois, je m'énerve et je dis que je ne devrais pas en train de faire telle chose. Parce que si je le fais, pour vous, vous allez dire, non, mais si le fait, il nous aide. Mais tu ne sais pas que tu es en train d'affecter la croissance du cabinet. Un jour, j'ai dit, si je vais passer mon temps à régler vos disputes, à régler vos problèmes entre vous deux, entre ceci, ça, au fait, vous ne savez pas l'impact que ça c'est en train d'avoir sur le cabinet. Parce que ce temps, je devais l'investir ailleurs. Donc, chez entrepreneur, c'est important de savoir identifier ces gens. Et quand vous êtes aussi responsable, vous devez aider ceux qui sont sous vous à identifier leurs 20% et à corriger ça chaque fois. Non, monsieur, ceci-là, ce n'est pas dans tes 20%, ce n'est pas prioritaire. Ce n'est pas prioritaire. Et il faut toujours commencer par les tâches prioritaires, les tâches de 20%. Il faut toujours commencer par là avant d'aller sur les tâches de 80%. J'ai lu le livre Eat the Frog. Mange ton grenouille ou quelque chose là, de Brian Tracy. Il a parlé de la gestion du temps. Un livre hyper riche. Il dit, les tâches les plus difficiles représentent des grenouilles que tu dois avaler chaque matin. Ça veut dire quoi? Imagine, il faut t'imaginer avaler des grenouilles. C'est exactement le même sentiment qu'on a
Lorsqu'on fait face à des tâches hyper difficiles qui prennent tellement de temps, on n'a pas envie de les faire. De la même manière que tu n'as pas envie d'avaler des grenouilles, c'est la même manière que tu n'as pas envie d'aller sur ces tâches. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes au fait de gratifier ton cœur en allant vers les tâches simples, vers les tâches faciles. Et puis, tu te trompes, soit disant que tu travailles. Alors que tu ne travailles pas. Tu as abandonné les tâches importantes pour faire les tâches faciles. Et tu dis, je vais commencer par là, après je vais dans les tâches difficiles. Mon cher, rédaction de ton rapport. Il y a quelqu'un qui rit, c'est pour ça, ça me rappelle. Lise qui rit. Rédaction de ton rapport. Tu attaques ça le matin. Ce n'est pas des tâches qu'on dit je vais faire après. On a demandé au manager, élaborer leur calendrier de formation pour la fin de l'année. Et tu dis demain, mange la grenouille, mon frère, mange ça, avale ça le matin, tu attaques ça. Tu attaques ça avec, tu as une bonne tasse de thé à côté, tu dis, je mange un peu de grenouille, je mets du thé, je mets du thé dessus. C'est comme ça on devient un véritable leader. Comment j'ai pu bâtir cette entreprise internationale en moins de 2 ans? C'est parce que je mange des grenouilles, pas uniquement les matins, mais du matin au soir. Je suis un mangeur de grenouilles. J'adore ça. J'adore les tâches compliquées, complexes. Parce que c'est ça qui détermine l'évolution rapide de l'entreprise. Is it OK? Si c'est bon, il faut applaudir pour moi. Après avoir applaudi, tu envoies 10 000. Pas 10 000 francs CFA. 10 000 dollars. Oui, on réfléchit en dollars maintenant. On parle de dollars maintenant. OK, donc, la mauvaise gestion du temps qui tue les entreprises. Résister au changement. Une chose qui est constante, comme on le dit, c'est le changement. Tes clients changent, le marché change, ton personnel change. Il faut que toi, tu anticipes sur les changements. Il faut que tu anticipes sur les changements. Le 6e point, négliger le marketing et la promotion. L'un des départements le plus ignoré, négligé dans les entreprises, c'est le marketing. Je ne sais pas pourquoi. Même nous, au cabinet, on est victime de ça. Beaucoup d'entreprises sont victimes. Mais les grandes entreprises ont compris. C'est pour ça que leur département commercial est souvent plus nombreux, plus grand que tous les autres départements. Mais dans les petites entreprises, on a plus de techniciens que de vendeurs. Et quand tu as des techniciens qui finissent le travail, on dit, mais personne ne vient acheter. Mais c'est pas... Comment les gens vont venir acheter? Est-ce que tu es allé les chercher? Tu n'es pas allé les chercher? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour avoir de la clientèle? Pour faire de la promotion? Rien. Donc, tu attends que les anges viennent acheter, c'est ça? Donc, c'est souvent très négligé. Isolation. Ça veut dire quoi? L'entrepreneur ne fait pas de réseautage. Il n'est pas en contact de d'autres entrepreneurs. Je suis aussi victime de ça. Je ne sors pas souvent. Moi, je suis souvent je suis une personne enfermée. Je bosse. Il faut faire du réseautage. Donc, ce que je fais, moi, j'ai mis un système en place. Comme ce matin, je me suis levé, j'ai dit, je vais manger à Eaton. Je suis allé à Eaton, j'ai mangé leur bouffée, j'ai regardé un peu, j'ai passé un peu du temps dans la salle de réception, j'ai regardé les gens, j'ai salué les gens. Vous faites du réseautage. Donc, c'est important chez les entrepreneurs de réseauter. Demain, tu dis, OK, demain, je vais manger à tel endroit où je peux rencontrer des gens. Moi, je vais sur Google, je tape événement à Pointe-Noire, événement de l'entrepreneuriat à temps, dans telle ville, et je recherche. Je suis en train de préparer un voyage, là maintenant, et là, j'ai commencé déjà par chercher des événements dans ce pays là-bas, où je peux participer pour réseauter. L'isolation peut créer
une certaine frustration. Il faut que tu te connectes aux autres entrepreneurs, aux autres bâtisseurs de rêves comme toi. Et après, le dernier qui est le plus important, se lancer sans formation, c'est un piège. Il y a beaucoup qui se lancent sans aucune formation. Et ils se lancent, on va dire qu'ils se lancent sans préparation. OK, après ça, comment démarrer? On a la possibilité de créer une entreprise. Pourquoi pas? Je peux créer mon entreprise, je peux lancer mon cabinet. Deuxième, on peut s'associer avec des gens qui ont déjà des entreprises. On peut s'associer. On peut proposer, et comme je l'ai toujours dit, je suis un évangéliste de ça en Afrique aujourd'hui. Je dis, je suis vraiment l'évangéliste de ça et ça va se passer. Je prends l'exemple de Fleur Sénan qui est en train de mettre en place son centre. Quelqu'un peut aller le voir, peut aller la voir. J'aime ce projet. Je vais être ton associé. C'est combien il faut. Je mets de l'argent sur ce truc. Et on gère ensemble. Tu n'es pas obligé de créer. Pourquoi tu veux souffrir? Fais des propositions aux gens. Tu vas te coiffer quelque part toutes les semaines ou tous les mois. Tu vois que le gars là, son truc là rapporte bien. Et tu vas le voir, tu dis, est-ce que je peux mettre 500 000 ou 1 million dans ton truc? Est-ce que je peux mettre 1 million dans ton truc? Et il dit, ah, d'accord, il n'y a pas de souci, mais je mets en place un cahier tous les soirs, tu me fais le point et moi, je quitte le boulot, je viens constater. Je peux aussi venir dans la journée pour voir. Bon, il faut s'associer avec les gens. Et je crie ça tous les jours, tous les jours. Tu n'es pas obligé d'aller crier, tu peux t'associer. Et tu ne peux pas imaginer. Des fois même, on peut s'associer avec des compétences. On n'est pas obligé de proposer de l'argent. Si tu n'as pas de l'argent, il faut proposer une compétence que tu as. Il faut proposer une compétence que tu as. Dis, je vais être associé dans cette boîte. Je propose telle compétence. Quelle est la valeur? Faites-moi l'estimation, la valuation de mes compétences sur telle durée de temps. Et là, c'est ce que je vous propose. Il y a ce qu'on appelle acquisition des actions. L'acquisition des actions. Deuxième recherche à faire, acquisition des actions. J'espère que le département de formation exécutive prend note de ces exercices. Oui, coach. Merci beaucoup. Je veux que vous recherchiez ce concept. Ce que je vous partage là n'est pas du tout connu. Ce n'est pas quelque chose que les gens connaissent. Ceux qui le connaissent sont souvent les juristes et autres, mais qui n'en partagent même pas. Alors que c'est une stratégie pour créer de la richesse. Les juristes et les comptables aussi. Ah, et les comptables aussi, merci. Mais quand vous allez rechercher ça, tout sera que les comptables même ne connaissent pas. Parce qu'on ne leur a pas enseigné ça. Ce sont les juristes et les avocats qui en ont enseigné. Les comptables, peut-être ceux qui ont de l'expérience. Ce n'est pas dans ton curriculum à l'école. Abraham. Même ton professeur ne connaît pas ça. Donc, recherchez ça. S'il vous plaît, même là où je suis, j'attends que certains de mes collaborateurs me fassent des propositions audacieuses. Pourquoi? Tu as peur de quoi? Propose, demande. Et quand la personne, surtout quand tu sais avec qui tu as affaire, par exemple, je prends l'exemple de Dariane. Son papa ou non, sa famille a des maisons, elle peut prendre les papiers et venir me remettre ça et dire, coach, je te remets les papiers de la maison pour prendre action en retour. Tu te rassures que tu cherches, tu demandes seulement où se trouvent les papiers. Tu veux faire quoi avec? Tu dis non, je vais prier sur les papiers pour que la maison se multiplie. Tu prends les papiers, tu récupères et tu viens me remettre et on discute à faire. Moi, j'ai toujours dit, mes collaborateurs seront des associés, des actionnaires au cabinet dans toutes les entreprises que je vais créer. Et j'ai un système mis en place pour ça. Et je vérifie, j'analyse leur loyauté, leur fidélité, leur service, leur engagement,
leur volonté. Je regarde ça. Un employé chez moi deviendra un propriétaire d'entreprise. C'est ma vision, ça. C'est comme ça que je vois. Parce que Facebook n'appartient pas à une seule personne. Ça appartient à des milliers de personnes. Aucune grande entreprise, Facebook, Google, n'appartient à une seule personne. Pas du tout. Ça appartient à plusieurs personnes. Alors, on peut renumérer la loyauté de quelqu'un par des actions. On peut renumérer l'engagement d'une personne par les actions. Et je vous le dis, je vous le dis. Et je vais commencer avec Madame Marianne. Je l'ai déjà dit ça. Et je le dis en public parce que c'est ce que je vais faire. OK, on y va. Deuxième chose, on peut acheter une entreprise existante. Si quelqu'un est jaloux, ça fait son problème. Je renumère sa loyauté. Je récompense, je vais dire, je récompense sa loyauté, je récompense sa volonté, son engagement pour la réussite du cabinet. On peut acheter une entreprise existante. Tu regardes une entreprise qui fabrique du savon et tu sais que je peux mieux développer ce truc. Je vois des opportunités. Propose, achète ça, paye un peu. Tu n'es pas obligé d'aller prendre 10 millions ou 20 millions, non. Si tu peux, vas-y. Si tu ne peux pas, paye un peu. On peut acheter une entreprise qui fonctionne déjà, On n'est pas obligé d'attendre de créer une entreprise, de développer. Ah, c'est trop de souffrance. Après, on peut aussi investir. On peut investir, je voulais m'investir ici. On peut investir dans une entreprise existante. Je ne suis pas obligé d'aller créer. Je peux être associé, je peux investir dans l'entreprise. Excusez-moi, je vais déconnecter. On a déjà fini, hein? OK, good. Je peux investir. La dernière fois, quand l'un de nos consultants qui était en train de défendre son projet pour recevoir son certificat au cabinet, il faut savoir que pour cette formation aussi, vous allez défendre votre projet entrepreneuriat à la fin, devant un membre du jury avant d'obtenir votre certificat. Vous allez soutenir la soutenance. Vous allez faire la soutenance, vous allez présenter un projet. Ça peut être que vous voulez investir dans un projet. Vous voulez acheter une franchise, vous voulez acheter une entreprise, vous voulez créer une entreprise, vous voulez vous associer avec une entreprise, vous allez monter le document, le projet, vous allez défendre ça. Donc, la dernière fois, quand il était en train de parler d'une école agricole, je me suis dit, mais attends, moi, j'ai des compétences pour bâtir une entreprise. C'est la chose que je sais faire la chose la plus facile même. Et lui, il est en train de se lancer, il n'a pas ce que j'ai. Et je lui ai écrit que je suis intéressé, je vais être actionnaire dans son projet. Moi, je serai le consultant du projet. Je vais apporter toutes les compétences et les conseils nécessaires pour le projet. Donc, et s'il a besoin d'un peu d'argent, je peux aussi mettre ça à sa disposition parce que le projet là m'intéresse. Il faut un vrai entrepreneur que moi je forme et que moi j'ai formé. C'est quelqu'un qui a plusieurs, pas quelqu'un qui a un seul. Même si tu es investisseur dans plusieurs entreprises. Ça doit être ça ta vision. Il y a un monsieur que je suis aux États-Unis. Il investit dans les entreprises. Et lors d'une séance d'interview, le monsieur dit qu'il a actuellement plus de 100 entreprises dans lesquelles il a investi. Et qu'on lui a demandé combien sont rentables. Il a dit 50. Mais 50 entreprises rentables, c'est suffisant pour être milliardaire? C'est suffisant pour être milliardaire? 50. Il y a un autre monsieur que j'ai vu, il doit être c'est l'Irak ou l'Afghanistan, j'ai oublié. Je vais vous envoyer l'interview, mais c'est en anglais. Le monsieur fait partie de ceux qui ont investi dans Google, dans Airbnb. On lui a demandé, tu as investi dans combien de startups? Écoutez très bien. Écoutez très bien. Il dit, j'ai investi dans plus de 1000 startups. What? 1000. Dans les débuts de Airbnb, de Google, de Apple, il fait partie de ceux qui ont investi dedans. 1000. Non, les Africains doivent changer un peu de mentalité. Ils doivent changer de mentalité. L'investissement est un métier. Tu peux être un investisseur.
Tu peux te positionner dedans. Tu peux apprendre ça. Tu n'es pas obligé de créer. Non. Tu peux détecter, tu peux avoir la capacité à détecter des entreprises à fort potentiel et investir. Quelque part, tu vas perdre. Quelque part, tu vas gagner. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand de là où tu gagnes, ça te paie même pour ce que tu as perdu. Et après, la franchise. On peut acheter la franchise d'une entreprise existante qui a une bonne marque, qui a un bon contenu, un bon produit ou un bon service. Je peux acheter la franchise. Comme la franchise du cabinet VIP, comme ce que certaines ont acheté aujourd'hui. Ça nous permet de ne pas commencer à partir de zéro. Il y a un travail qui est déjà fait. Il y a un concept qui est déjà développé qui marche. Et vous aussi, vous pouvez aussi vendre des franchises de votre entreprise. Oui, c'est un moyen d'expansion et de développement, la franchise. Ce qui est si vous allez échouer, donc il faut apprendre à gérer l'échec. Merci. Je reçois vos questions. Il n'y a qu'une seule personne qui applaudit. C'est quoi ça? Je vais me fâcher. I will fâcher. Oui, j'écoute vos questions. Naturospa, par exemple, ça, il ne faut même pas réfléchir à ça. C'est une franchise. Dès maintenant, tu dois savoir que ton cabinet, là, je ne sais pas si c'est cabinet ou c'est cabinet ou c'est clinique. C'est cabinet ou clinique, tu dois franchiser ça. Tu te donnes un objectif de 2 ans. Après 2 ans de réussite, tu peux déjà vendre la franchise. Mais là, comme tu es avec le cabinet, nous, on va te montrer comment est-ce que tu peux déjà commencer par. Tu veux parler, c'est ça, vas-y. Je dis, dès le premier jour, tu avais déjà dit ça et c'est enregistré. Super. C'est pas tombé dans les oreilles de soude. Par contre, il y a aussi un autre projet sur lequel on va travailler. Tu viens de réveiller ça en moi. Intéressant. C'est ça mon travail. Je réveille les gens. Je confirme. OK, j'écoute vos questions. S'il n'y a pas de questions, je vous présente les 6 affaires en groupe. La prochaine séance, c'est le mercredi. OK? Il n'y a pas de questions. OK, je vous présente les 6 affaires en groupe. Vous avez déjà des groupes créés? En gestion d'entreprise, non, pas encore. OK, je vais créer le groupe avec l'application. Voici les 6. Je vous ai envoyé un fichier sur le groupe. Est-ce que vous pouvez prendre connaissance? J'ai envoyé ça avant, vers 18 h par là, je pense, ce fichier. Vite. Ah. OK, c'est bon. Identification. Ah. OK, c'est ça. Identification d'un problème, caractéristiques du problème, l'analyse de l'urgence du problème, proposition d'une valeur unique, segmentation du marché cible. Vous allez identifier quelqu'un qui a déjà une entreprise ou une idée dans votre groupe ou un projet, je dirais, et adapter ce questionnaire à son projet pour répondre aux questions qui sont là. Je prends l'exemple de l'identification d'un problème.
L'identification d'un problème revient à définir clairement le problème que vous voulez résoudre. Exemple, offrir par exemple des solutions pratiques à des tâches difficiles ou impossibles à accomplir. Caractéristiques du problème. Non, le document n'est pas au complet. Le document n'est pas au complet. Je vous envoie le document au complet d'ici demain matin ou cette nuit. Je vais vous envoyer ça, ne vous inquiétez pas. Mais je divise, je crée les groupes. Je vous envoie le document au complet tout à l'heure. Je vais créer le groupe d'abord. Ceux qui font plusieurs formations à la fois, là, sorry pour vous. Là, vous notez la salle que vous appartenez. Allez-y, acceptez la salle. Intégrez la salle. Acceptez, acceptez s'il vous plaît, la salle. Abraham n'a pas encore accepté. Fabrice non plus. Acceptez la salle. Ah, ceux qui sont en présentiel, est-ce qu'ils peuvent se connecter pour pouvoir intégrer une salle? Est-ce qu'ils peuvent se connecter rapidement? Abraham, accepte la salle.
OK. Je pense que tout le monde est là. Nous allons continuer le prochain module le mercredi. Là, on va parler des produits. Comment est-ce que vous mettez en place un produit ou un service innovant? Quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte dans la mise en place d'un produit? Un produit innovant que le marché va accepter. On va voir quel est le processus de conception du produit. Oui. Dans les grandes entreprises, c'est carrément un département, c'est même une filière. Aujourd'hui, dans les grandes universités, dommage qu'en Afrique, ça n'existe pas. Vous ne verrez pas cette filière en Afrique, Product Management. Ça existe dans les grandes écoles. Donc, mais pour moi, pour nous, au cabinet, on a vu la pertinence. Parce que quand les gens mettent en place des produits ou des services, ça ne respecte pas le processus de conception. Ce qui fait que le produit échoue ou le service échoue parce qu'il n'y a pas un processus de conception de produit ou de service. Ils ne connaissent pas les étapes, ils ne connaissent pas les caractéristiques et autres. Donc, on verra ça à la prochaine séance. Et tout à l'heure, je vous enverrai l'exercice à faire qui va vous permettre d'analyser davantage un business ou analyser davantage un projet que vous avez en identifiant le problème, ce qu'elle résout, tout ça. Et quand vous faites, quand vous mettez, c'est comme un pipeline. Vous mettez vos projets dans ce pipeline. Vous avez d'abord une réflexion approfondie sur le projet. Et après, ça vous fait découvrir d'autres éléments du projet que vous avez peut-être ignorés. Donc, je vais vous envoyer le document complet. Et il y a un autre document aussi que je vous promets, c'est le document sur le test des idées. Comment tester et analyser son idée. Ça aussi, je vais vous envoyer ça. Ou vous pouvez utiliser ça pour tester une idée pour savoir si je me lance ou je ne me lance pas. Si vous êtes surtout investisseur, vous devez utiliser le document pour tester l'idée, pour savoir si ce que vous voulez lancer avec cette personne ou le business dans lequel vous voulez investir, si c'est un bon business, vous pouvez utiliser le document pour tester l'idée. Ça aussi, je vais vous envoyer. All right. Comme on vous a dit, c'est une formation qui vous renforce en compétences et qui met à votre disposition des outils. C'est surtout ça, les outils. All right. Thank you very much. Il n'y a pas de questions, hein? OK. Donc, bonne soirée à tous. Merci. Il y a une formation qui commence à 21h, c'est ça? Formation pour la communauté des VIP. Vous pouvez vous reconnecter à 21h si ça vous intéresse. La formation parle de quoi? Surmonter le syndrome de l'imposteur, technique et conseils pratiques, qui sera animé par l'une des coachs en formation à VIP. Ça va se passer à 21h. Ils vont vous envoyer ça sur le groupe. Si ça vous intéresse, vous pouvez participer à ça. OK. Et bonne soirée à tous et à tout à l'heure. Merci. Bonne soirée, coach.